La lumière tamisée des chandeliers de cristal se brisait sur la scène, transformant les reflets en diamants liquides, tandis que je me tenais au centre du salon de réception de l'hôtel de la Salle. C'était mes 30 ans. Un jalon que ma mère, Isabelle de Beaumont, avait transformé en un spectacle digne d'un défilé de mode de la haute couture, réunissant toute la bonne société parisienne. Chaque invité était une pièce maîtresse dans l'échiquier de mon père, Jean-Pierre de Beaumont, le magnate dont le nom était synonyme de luxe intemporel, que ce soit dans le domaine du vin ou de la haute joaillerie. J'étais Clémence, la fille de l'Empire, vêtue d'une robe que ma mère avait choisie, un tissu coûteux qui me faisait ressembler à une statue silencieuse et légèrement mal à l'aise, une œuvre d'art dont le créateur avait oublié d'insuffler l'âme. Mon père, un homme dont la poignée de main valait un contrat de plusieurs millions, se tenait à mes côtés, son regard plus souvent rivé sur son portable et sur les figures influentes du CAC 40 que sur la personne qu'il était censé célébrer. J'étais habituée à cela. Depuis l'enfance, j'avais appris que dans la famille de Beaumont, l'amour était une transaction, et l'attention une devise rare, réservée à ceux qui généraient du profit ou du prestige. Mon frère aîné, Antoine, l'héritier désigné, le fils en or que mon père exhibait comme le futur du groupe, monopolisait déjà la conversation dans un coin, parlant avec une assurance empruntée de la dernière acquisition viticole que mon père lui avait confiée. Antoine, avec son diplôme de HEC obtenu sans effort notable, était le cliché de la réussite de notre milieu. Beau, conforme et dépourvu de toute passion réelle, à l'exception du maintien de l'ordre établi. Moi, j'étais l'anomalie, celle qui rêvait d'algorithmes et de durabilité dans un monde obsédé par le cuir exotique et le cristal de plomb. J'étais l'enfant qui posait des questions inconfortables sur l'éthique de la chaîne d'approvisionnement des diamants de ma mère, celle dont les études en informatique et en gestion de données à Stanford avaient été financées avec un soupir résigné par mon père, comme s'il s'agissait d'une lubie coûteuse d'une fille qui ne comprendrait jamais la véritable affaire. J'avais passé mes années universitaires, loin de Paris, non pas par choix, mais par nécessité émotionnelle, fuyant une atmosphère où mon intelligence était perçue comme une menace et ma sensibilité comme une faiblesse. Le vrai drame, cependant, n'était pas cette indifférence constante, mais l'acte final qu'elle masquait. Au fil des années, j'avais développé en secret une entreprise technologique, Veritas Tech, une plateforme de traçabilité et d'audit éthique pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'était mon œuvre, ma rébellion silencieuse, ma preuve de valeur non seulement pour ma famille, mais pour moi-même. Mon succès était déjà colossal, mais complètement invisible pour les de Beaumont, qui ne juraient que par les gros titres de la presse financière française. Ils croyaient que j'étais une simple consultante en freelance à San Francisco, luttant pour joindre les deux bouts, et c'est exactement ce que je les avais laissé croire. Mon retour à Paris pour cet anniversaire n'était qu'une formalité, un dernier acte pour la galerie avant de reprendre ma véritable vie de l'autre côté de l'Atlantique. Mais alors que mon père s'avançait pour le toast rituel, cette façade de résignation s'est brisée. Il a soulevé son verre de champagne. Le silence s'est fait lourd dans la salle ornementée, et son regard, habituellement froid et distant, s'est posé sur moi avec une intensité que je n'avais jamais vue, une lueur de mépris pur qui a éteint toute la lumière des chandeliers. Ce n'était plus de l'indifférence, c'était de la haine. « Mes amis, ma famille » a-t-il commencé, sa voix résonnant dans le silence avec l'autorité d'un monarque. « Nous sommes réunis ce soir pour célébrer les 30 ans de Clémence. » 30 ans, un âge où l'on est censé avoir prouvé sa valeur, trouvé sa place. Il a fait une pause dramatique, balayant la pièce du regard, s'assurant que tous les yeux étaient rivés sur nous. Antoine, lui, porte l'héritage de notre nom avec fierté. Il est le roc, Clémence. Il a de nouveau fait une pause, et le temps s'est figé. Je pouvais sentir le poids du jugement de la foule, le murmure des préjugés étouffés, le plaisir secret de la haute société à assister à un drame familial public. C'est à ce moment-là que les mots ont été prononcés. Des mots qui ont frappé non pas comme un couteau, mais comme une hache, tranchant ma dernière connexion sentimentale avec lui. Il a souri. Un sourire sec et dépourvu de chaleur, le genre de sourire qu'il réservait aux concurrents vaincus. Clémence est talentueuse, à sa manière, c'est vrai, mais en tant que père, je dois être honnête. Je regrette le temps et les ressources investies dans un chemin qui n'a mené à rien de concret pour la maison de Beaumont. Je regrette de t'avoir eu, Clémence, car tu as manqué l'opportunité de devenir l'allié que cet empire exigeait. Tu n'es qu'une distraction coûteuse. Le mot « regrette » a résonné, s'écrasant contre les murs de marbre poli. Ce n'était pas une simple critique. C'était un désaveu public, une abnégation de ma propre existence, un adieu cruel à toute prétention d'amour filial. Le silence qui a suivi n'était plus d'attente, mais de stupeur.
Mon corps s'est transformé en pierre sous le regard de la foule parisienne. La sensation était celle d'une chute libre, non pas d'une falaise, mais d'une illusion entretenue pendant 3 décennies. Ce n'était pas la première fois que mon père me rabaissait, mais c'était la première fois qu'il le faisait avec une telle virulence publique, utilisant mon anniversaire comme un autel sacrificiel pour l'ego de l'Empire de Beaumont. Le choc n'a duré qu'1 seconde, mais cette seconde a contenu toute la douleur accumulée de mon enfance. J'ai vu le visage de ma mère, horrifiée, son sourire figé dans une grimace de panique sociale, plus préoccupée par les dégâts sur sa réputation que par la blessure infligée à sa fille. J'ai vu mon frère, Antoine, esquisser un sourire de victoire à peine masqué, savourant l'élimination publique de sa seule menace potentielle, même si cette menace était avant tout technique et éthique, et non un défi direct à son rôle. Puis, mes yeux se sont levés, ne cherchant plus la pitié, mais la résolution. C'est dans ce regard froid de la foule, dans l'écho de ce mot « regrette », que j'ai trouvé la force de ma propre vérité. Mon père n'avait pas simplement exprimé son regret d'avoir un enfant qui ne répondait pas à ses normes. Il avait publiquement scellé le destin de sa propre entreprise, sans le savoir. La réponse n'est pas sortie sous forme de larmes ou de colère verbale. Elle a été plus chirurgicale, plus cruelle, car elle venait du plus profond de l'ambition que j'avais gardée secrète. J'ai souri, un sourire sincère, calme et presque joyeux, qui a fait taire les murmures. Le contraste entre ma sérénité et le malaise général était palpable. C'était la première fois de ma vie que je n'essayais pas de le satisfaire. Je me suis avancée vers le micro, mon corps trouvant une assurance nouvelle, une posture que je n'avais jamais osé adopter auparavant. Le son de mes talons sur le parquet ciré a semblé être le seul bruit dans l'immense salle. Mon père m'a regardé avec un air interrogateur, un mélange de surprise et de menace. Il ne s'attendait à rien d'autre qu'à une retraite embarrassée. « Merci, papa », ai-je dit, ma voix, en français parfait et sans aucune fêlure, résonnant dans les haut-parleurs dissimulés. « Merci pour cette honnêteté brutale. C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que tu pouvais m'offrir. » J'ai levé mon propre verre, non de champagne, mais d'eau, et j'ai continué, les yeux fixés sur les siens. « Tu as parfaitement raison sur un point. La maison de Beaumont exige des alliés, pas des distractions. Mais peut-être que l'erreur n'est pas dans mon chemin, mais dans ta définition de l'allié. » J'ai balayé la foule, capturant à mon tour leur attention. Mon regard était devenu un laser, et la salle, qui m'avait jugé, se sentait désormais jugée par moi. Pendant que vous célébriez la façade de l'opulence, j'ai passé les 7 dernières années à construire les fondations d'un empire qui valorise la vérité. J'ai laissé la phrase planer. Un empire qui, ironiquement, sera un jour le seul capable de sauver ce que tu appelles aujourd'hui une distraction coûteuse. Le murmure a repris, plus fort, plus incrédule. J'ai bu une gorgée d'eau, puis j'ai reposé le verre avec une précision qui a fait un petit bruit sec, final. « Je pars ce soir, papa. Non pas en tant que déception, mais en tant que concurrente invisible, qui a déjà dépassé ta propre vision du succès. Quant à ton regret, je te le rends. Un père qui regrette d'avoir son enfant est un homme qui regrettera amèrement un jour d'avoir prononcé ces mots. » J'ai tourné les talons, ma robe s'agitant légèrement, et sans un autre mot, j'ai traversé la foule sidérée. La seule chose qui s'était retournée, ce n'était pas un simple regard, mais le monde entier de Jean-Pierre de Beaumont. L'écho de ces mots, ce « je regrette de t'avoir eu », est resté gravé au plus profond de moi, comme une cicatrice invisible mais indélébile. Le luxe tapageur de l'hôtel de la Salle, avec ses ors et ses velours, s'est transformé en la scène d'une exécution émotionnelle. L'avion pour San Francisco, quelques heures plus tard, n'était pas une fuite, mais une accélération de ma véritable trajectoire. La déception et le dédain de mon père n'étaient pas un événement isolé. Ils étaient la mélodie constante de mon enfance. Dans notre milieu, l'amour n'était pas exprimé, il était déduit à travers les marques de prestige. Si vous ne contribuiez pas à l'éclat de l'Empire, vous étiez une ombre. Et moi, j'étais l'ombre d'Antoine, le fils parfait. Antoine était l'archétype de Beaumont. Il parlait des bons vins, fréquentait les bons clubs et savait comment faire croire qu'il comprenait la complexité de la finance, même si ses connaissances se limitaient aux fiches de synthèse préparées par les analystes de papa. Mon père lui donnait tout, y compris le droit de se tromper, car il était son clone attendu, la reproduction d'un modèle de domination masculine. Il était le soleil de la maison. Moi, j'étais la lune, silencieuse et éclairée par une lumière qui n'était pas la sienne, mais qui était pourtant la seule vraie lumière. Je me souviens d'une scène, j'avais 15 ans,
J'avais passé l'été à programmer un algorithme pour optimiser la logistique de distribution de la joaillerie de l'entreprise, un problème que les consultants externes n'arrivaient même pas à résoudre depuis des mois. J'avais présenté mon travail à mon père avec une fierté tremblante, dans le bureau sombre qui sentait le cigare et le pouvoir. Il avait à peine jeté un œil au code que j'avais mis en œuvre, fruit de mes nuits passées seules. Il avait tapoté l'épaule de mon frère, qui se moquait de mes jeux d'ordinateur, et avait dit, d'un ton paternel condescendant, « Clémence, mon cœur, laisse ces jouets à ceux qui ont le temps. Le temps, c'est de l'argent. Et l'argent, c'est l'affaire d'Antoine. Toi, trouve un bon parti et fais-toi belle. C'est ta seule véritable monnaie d'échange dans ce monde. » Il avait ensuite donné mon algorithme à son équipe d'analystes, qu'il avait remis en œuvre avec succès, sans jamais mentionner mon nom. C'était une humiliation institutionnalisée. Ma compétence était exploitée, mais mon identité était rejetée. Ma mère, Isabelle, était la gardienne de la façade. Elle ne prenait jamais position. Son rôle était de s'assurer que le drame restât interne et que les apparences fussent impeccables. Après la scène de l'anniversaire, son unique message vocal, laissé sur mon répondeur américain, n'était pas une excuse, mais un avertissement. « Clémence, ce que tu as fait est impardonnable. Les de Beaumont ne font pas de scène en public. Tu as mis en péril une acquisition majeure. Rappelle-toi qui tu es, ou plutôt, qui tu n'es pas sans le nom de ton père. » Ce sont ces paroles qui ont cimenté ma vengeance, non pas financière, mais existentielle. Ma vengeance ne serait pas de détruire leur empire, mais de construire quelque chose d'une valeur et d'une éthique si supérieure qu'elle ferait s'effondrer l'édifice de leur propre valeur. Je savais que l'empire de Beaumont, derrière le clinquant, reposait sur des bases de plus en plus fragiles. Dans le monde post-internet, la traçabilité éthique et la durabilité n'étaient pas des lubies d'artistes, mais la survie des marques de luxe. Mon père, obsédé par les gains à court terme et le maintien de la tradition archaïque, avait ignoré cette révolution. Mon départ pour la Californie était ma grande évasion, mon échappée belle. C'était le point de non-retour pour transformer l'humiliation en un moteur d'ambition féroce. J'ai coupé les ponts, changeant mon numéro de téléphone et ma manière de communiquer, adoptant un pseudonyme discret pour mon travail et me fondant dans la masse anonyme du monde de la tech californienne. Mon père me croyait fauchée et repentante, vivant d'un maigre salaire, attendant le moment où, humiliée par l'échec, je reviendrais mendier une place subalterne dans son organigramme. C'est cette sous-estimation qui était ma plus grande arme, le cadeau involontaire de mon père. Il m'avait regardé toute ma vie comme une distraction coûteuse, et cette erreur de jugement, je la paierais en monnaie de sa propre honte. Mais cette honte, je le savais, ne serait pas le but final. Le but était la reconnaissance, la vérité, et le pardon que je devais m'accorder à moi-même pour avoir attendu si longtemps que l'amour de mon père soit conditionnel. Mon vol a atterri à San Francisco sous un ciel gris, l'antithèse du soleil aveuglant de l'hypocrisie parisienne. Le seul lien qui me restait avec la maison de Beaumont était le sentiment brûlant d'une promesse silencieuse, celle de prouver ma valeur en dehors de leurs murs et de leurs règles. La vie en Californie a été le creuset de ma transformation. Je vivais dans un studio exigu à Oakland, loin du luxe aseptisé de mon enfance. C'était le désert, que j'avais choisi pour forger mon empire de la vérité. Mon projet, Veritas Tech, n'était pas un simple logiciel. C'était une philosophie transformée en algorithme. Le secteur du luxe est construit sur l'opacité et les chaînes d'approvisionnement complexes permettant d'occulter les coûts sociaux et environnementaux réels. Veritas Tech utilisait la blockchain et le machine learning pour créer un registre permanent et inviolable de chaque étape de production, de l'extraction des pierres brutes en Afrique à la couture finale dans les ateliers italiens. Si mon père valorisait l'apparence et le nom, je valorisais la traçabilité et l'éthique, les deux éléments que la nouvelle génération de consommateurs du luxe exigeait. Les 7 premières années ont été une lutte acharnée. J'ai survécu grâce à des emplois de freelance pour des startups sans âme, ne gardant que l'essentiel pour financer mon projet secret. Je travaillais 80 heures par semaine, nourri de café et de la détermination que mon père ne me verrait jamais revenir vaincu. Chaque ligne de code était une réponse à son toast méprisant. Chaque refus d'investissement que j'ai essuyé m'a rappelé le regard moqueur d'Antoine. J'ai délibérément évité les investisseurs français, de peur que mon nom de famille ou les réseaux de mon père ne viennent souiller mon indépendance. J'ai trouvé mes premiers soutiens parmi les investisseurs de la Silicon Valley qui valorisaient l'innovation de rupture et les projets à impact social. J'ai aussi trouvé un allié inattendu, une vieille amie de ma grand-mère paternelle, une femme française, veuve d'un ancien concurrent de mon père. Cette femme, Madame Dubois, avait perçu mon potentiel et ma douleur. Elle a investi, sans condition, les fonds nécessaires pour démarrer la phase de commercialisation.
Elle est devenue ma seule confidente, celle qui me rappelait que la vengeance n'était qu'un moteur, mais que la construction était le véritable objectif. Son conseil était simple. Jean-Pierre ne respecte que le pouvoir qu'il ne peut pas acheter. Montre-lui un pouvoir que son argent n'atteint pas. Mon succès, initialement discret, est devenu exponentiel. Veritas Tech n'était pas seulement éthique, elle était incroyablement efficace, réduisant les risques d'approvisionnement et optimisant les coûts de manière spectaculaire. Les grandes maisons de luxe américaines et asiatiques ont commencé à se l'arracher. En moins de 5 ans, ma petite start-up d'Auckland était devenue une licorne technologique valorisée à plus de 2 milliards d'euros. Ma fortune personnelle, bien que gérée avec la discrétion que m'avait enseignée mon éducation française, était bien supérieure à celle que mon père pouvait espérer tirer de son entreprise vieillissante. Pourtant, j'ai maintenu ma façade d'anonymat en France. Sur les documents officiels, j'utilisais le nom de ma mère, de Beaumont, mais j'ai toujours signé les contrats et les communiqués de presse sous le pseudonyme de C. Leclerc, une référence à la clarté et à la lumière que j'apportais dans l'opacité du secteur. Mon père, obsédé par l'idée que le luxe français était intouchable, n'a jamais cherché à comprendre le marché de la tech ou les menaces qu'il représentait. Pour lui, une start-up n'était qu'un feu de paille. Il ne pouvait pas imaginer que sa propre fille, qu'il croyait être au bord de la faillite, était en réalité l'architecte silencieuse d'une force capable de démanteler son empire de l'intérieur. Mon plus grand triomphe est survenu lors d'un grand salon professionnel à Genève, où Veritas Tech a remporté le prix de l'innovation éthique. Mon visage n'était pas connu, mais mon nom d'emprunt, C. Leclerc, est devenu légendaire dans les cercles technologiques. Une journaliste du Figaro, le journal préféré de mon père, a publié un article élogieux, parlant de cette femme française énigmatique qui redéfinit l'éthique du luxe. Mon père a dû lire l'article, peut-être même en parler avec Antoine, sans jamais établir la connexion. Il était aveuglé par son arrogance et le stéréotype qu'il m'avait lui-même imposé. Il croyait que je n'étais pas capable de gérer plus que mon propre budget. Il ne savait pas que je gérais des contrats qui dépassaient le chiffre d'affaires annuel de sa joaillerie. La puissance de ma vengeance résidait dans cette invisibilité. J'avais construit mon propre royaume, non pas dans le style ostentatoire de la rue Saint-Honoré, mais dans la discrétion stratégique de la Silicon Valley. Le succès mondial de Veritas Tech n'a pas tardé à créer des ondes de choc sur le marché du luxe, même si mon identité restait un secret bien gardé. Mon entreprise, initialement conçue comme une simple plateforme de traçabilité, était devenue une norme de facto dans le secteur de la mode et de la joaillerie. Les marques qui n'utilisaient pas Veritas étaient désormais pointées du doigt par les ONG et les consommateurs avisés. Le marché avait basculé, valorisant la transparence autant que le prestige. Pendant ce temps, l'empire de Beaumont, reposant sur des méthodes d'approvisionnement archaïques et des accords de non-divulgation obsolètes, commençait à vaciller. Mon père, Jean-Pierre, refusait obstinément d'adopter les nouvelles normes. Il se fiait à la vieille garde. Ces administrateurs qui craignaient le changement et ne voyaient dans les questions d'éthique qu'un problème de relations publiques qui pouvait être résolu par des dîners de gala et des dons de bienfaisance. Antoine, le fils en or, s'avérait être un administrateur incompétent, incapable de prendre des décisions audacieuses ou d'innover. Il était bon pour les photos, mais terrible pour la stratégie. La crise a commencé discrètement. Un blog influent a publié une enquête révélant des violations éthiques mineures dans la chaîne d'approvisionnement des peaux utilisées par le groupe de Beaumont pour sa ligne de maroquinerie. Le scandale, d'abord contenu, s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, amplifié par une nouvelle génération de consommateurs qui ne pardonnaient plus les hypocrisies du luxe. Les actions du groupe de Beaumont ont commencé à chuter. Mon père a réagi avec colère, rejetant les accusations comme de la jalousie médiocre et menaçant de poursuites judiciaires. Une tactique qui a seulement servi à aggraver la situation, alimentant le feu numérique. J'ai suivi l'évolution de la crise de loin, depuis mon bureau spacieux à San Francisco, avec un sentiment étrange de satisfaction et de peine. La satisfaction venait de la validation de ma vision. L'éthique était le futur. La peine venait de voir l'héritage familial se déliter, même si cet héritage m'avait rejeté. C'était une tragédie grecque que j'avais les outils de prévenir, mais que je devais laisser se dérouler jusqu'à l'inéluctable, car la reconnaissance de ma valeur devait venir de la nécessité, et non de la générosité. Le point de rupture s'est produit lors de la révélation d'un scandale majeur, orchestré, ironiquement, par un concurrent qui avait adopté Veritas Tech. Ce concurrent, fort de sa traçabilité impeccable, a publié des données comparatives anonymes montrant que les marges bénéficiaires de Beaumont étaient anormalement élevées, suggérant, sans le dire explicitement, que cela ne pouvait être dû qu'à une main-d'œuvre mal rémunérée
ou à un approvisionnement en matières premières illégales. Les banques ont commencé à s'inquiéter. Les partenaires commerciaux ont demandé des audits. L'empire de mon père, construit sur l'apparence et le secret, était exposé au grand jour. C'est à ce moment, au sommet de la crise, que mon père a fait quelque chose d'inattendu. Il a contacté Madame Dubois, l'amie de ma grand-mère, sachant qu'elle avait des liens profonds et des parts mineures dans de nombreuses start-up de la tech. Il la considérait comme une vieille excentrique, mais il était désespéré. Il lui a demandé d'identifier le cerveau derrière Veritas Tech, cette entité mystérieuse qui était en train de devenir le fossoyeur de son secteur. Madame Dubois, jouant parfaitement son rôle, a organisé une rencontre secrète à Zurich, présentant le PDG de Veritas Tech comme un homme d'affaires américain anonyme et intraitable. Le conseil d'administration de Beaumont a accepté, voyant dans cette entité l'unique planche de salut possible. J'ai reçu le courriel codé de Madame Dubois à 2h du matin, confirmant le rendez-vous. C'était le moment de revenir à Paris, non pas en tant que la fille rejetée et humiliée, mais en tant que l'architecte de leur survie. Mon retour serait stratégique, chirurgical. Je ne viendrais pas pour prendre une part de l'héritage. Je venais pour prendre le contrôle total du récit, de l'éthique et de la rédemption de la maison de Beaumont. J'ai réservé un vol pour Paris sous mon pseudonyme professionnel, C. Leclerc, et j'ai commencé à préparer ma présentation. Cette présentation ne concernait pas l'avenir de l'entreprise, mais la vérité sur mon passé. Mon arrivée à Paris a été marquée par une discrétion presque monastique. J'ai logé dans un hôtel minimaliste, loin des adresses huppées de ma famille, m'habillant de vêtements sobres, mais de coupes impeccables, loin de la flamboyance ostentatoire qu'Isabelle, ma mère, considérait comme le seul uniforme social acceptable. J'étais là en tant que C. Leclerc, la consultante américaine, l'énigme technologique, la dernière chance de l'empire de Beaumont. Le rendez-vous avec le conseil d'administration était fixé dans la salle de conférence principale du siège de la joaillerie de Beaumont, le même bâtiment où, 8 ans plus tôt, j'avais été humiliée par mon père lors de ma présentation sur la logistique. J'ai senti la montée d'une vague d'émotion en franchissant le seuil du bâtiment de la rue de la Paix, mais je l'ai immédiatement réprimée, la transformant en une détermination froide. Cette fois, la fille n'entrait pas. Le pouvoir entrait. J'ai été accueillie par Antoine, qui était l'image de la panique et de l'incompétence. Ses traits étaient tirés, ses costumes chers n'arrivaient même plus à masquer l'anxiété. Il était désemparé, s'accrochant à l'idée qu'un magicien américain allait résoudre le désastre qu'il avait laissé couver sous le tapis. Il ne m'a pas reconnu, bien sûr. Il m'a regardé avec un mélange de curiosité et d'une légère condescendance qu'il réservait à tous ceux qui n'étaient non pas de la haute finance parisienne. « Monsieur Leclerc, nous vous sommes infiniment reconnaissants d'avoir fait le voyage. La situation est critique. Nous avons besoin de votre génie. » J'ai souri intérieurement. Monsieur Leclerc avait un nom plus doux et un corps de femme, mais la voix que j'ai utilisée était basse, posée et parfaitement professionnelle. Clémence Leclerc, ai-je corrigé, ma voix sonnant avec une autorité nouvelle, sans l'ombre de la fille timide qu'il connaissait. Et je suis ici pour un seul objectif, la vérité. Dans la salle de conférence, l'atmosphère était électrique, mêlant l'odeur du cuir neuf et de la peur. Mon père, Jean-Pierre, était assis à la tête de la longue table en acajou, l'air sombre, ses yeux trahissant une détresse que je n'avais jamais vue auparavant. Sa fierté, son bien le plus précieux, était en train de se noyer. Ma mère, Isabelle, était présente, jouant son rôle de support moral silencieux, mais son regard inquiet ne cessait de balayer les visages des administrateurs, cherchant des signes de jugement. J'ai commencé ma présentation sans préambule, projetant les données brutes sur l'écran. Ce n'était pas une présentation sur la technologie. C'était un acte d'accusation. J'ai exposé, point par point, le coût réel de leur opacité, les amendes potentielles, la perte de confiance des consommateurs de la génération Z, la dévaluation de la marque et, pire que tout, l'existence d'une fraude éthique massive dans leur chaîne d'approvisionnement des pierres précieuses que leur système archaïque n'avait jamais pu détecter. Mes données étaient irréfutables, Veritas Tech ayant réussi à obtenir ces informations via un audit inversé sur leurs sous-traitants. La panique a commencé à s'installer. Les murmures se sont transformés en exclamations. Mon père, dont le visage était devenu blanc, a frappé la table. « Mais enfin, monsieur Leclerc, qui êtes-vous pour avancer de telles calomnies ? Ces chiffres, ces informations sont confidentielles. » J'ai levé la main pour imposer le silence. Le même geste d'autorité qu'il avait utilisé pour m'arrêter il y a 8 ans. Je suis celle qui a construit le seul système au monde capable de garantir une transparence totale, monsieur de Beaumont. Et la vérité est que votre empire est à 2 doigts de l'effondrement. J'ai continué, décrivant la solution Veritas Tech,
le seul remède possible pour regagner la confiance des marchés. Mais au milieu de ma démonstration de force, j'ai dévié du script. J'ai regardé mon père droit dans les yeux et j'ai dit « Votre plus grande erreur, Monsieur de Beaumont, a été de croire que la valeur est dans ce qui brille à l'extérieur, et non dans l'intégrité du processus. Vous avez ignoré la vérité. » Et là, j'ai joué ma carte la plus agressive et la plus humiliante. J'ai projeté sur l'écran non pas un graphique, mais une vieille photo granuleuse. Moi, à 15 ans, devant l'ordinateur de son bureau, montrant fièrement mon premier algorithme logistique. Le contraste était saisissant. J'ai entendu le souffle coupé de ma mère et le silence de mort du conseil d'administration. Mon père s'est levé, chancelant, ses yeux grands ouverts dans une compréhension horrifiée. Le silence qui a suivi la projection de la photo était plus lourd que tout le bruit du monde. Mon père, Jean-Pierre, n'était plus le magnate imperturbable. Il était un homme brisé, vieilli, dont l'arrogance s'était évanouie face à l'évidence d'une vérité qu'il avait délibérément enterrée. Les administrateurs, Antoine compris, regardaient à l'écran, puis moi, puis mon père, essayant de donner un sens à cette confrontation théâtrale et brutale. C'était le moment du grand révél. Je n'ai pas eu besoin de prononcer mon nom. La photo parlait d'elle-même. Et la ressemblance, masquée par la maturité et la posture, devenait frappante. J'ai parlé, ma voix calme, comme si je commentais un simple point de données. Ce système logistique, Monsieur de Beaumont, c'est le premier code que j'ai écrit pour vous. J'avais 15 ans. Vous l'avez pris, l'avez fait implémenter sans me créditer, puis vous m'avez dit de trouver un bon parti. Je me suis penchée sur la table, mon regard ne le quittant pas. C'était ma première leçon. Dans la maison de Beaumont, la compétence sans le nom de l'héritier est invisible. Je me suis redressée, l'expression de mon visage devenue clinique. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement la fondatrice de Veritas Tech, l'entreprise que vous avez supplié de venir vous sauver. Je suis Clémence, la distraction coûteuse, la fille dont vous avez publiquement regretté l'existence. La salle est devenue un tribunal. Mon père s'est effondré sur sa chaise, sa tête entre ses mains. Isabelle, ma mère, a finalement trouvé sa voix, une voix étranglée par la honte et la surprise. Clémence, mon Dieu, j'ai ignoré ma mère et j'ai regardé Antoine, dont la posture de victoire s'était transformée en panique totale. Il venait de comprendre que son seul concurrent potentiel n'était pas seulement plus intelligent, mais qu'il détenait désormais l'épée de Damoclès sur l'empire qu'il convoitait. Le problème, Antoine, n'est pas ton incompétence, mais l'aveuglement de notre père qui l'a encouragé. J'ai tourné les yeux vers le conseil d'administration, dont les visages reflétaient l'alignement immédiat avec le pouvoir. Ils avaient déjà choisi leur camp, celui qui pouvait sauver leur position. Maintenant, le temps des révélations est terminé, le temps des conditions commence. J'ai projeté une seule phrase sur l'écran. Mon ultimatum, gravé en lettres capitales, le prix de la vérité. Je suis la seule entité capable de sauver votre entreprise de la faillite éthique et financière. Veritas Tech est la seule solution pour reconstruire la confiance de vos clients et des banques. Mais je ne suis pas ici pour mendier ma place, ni pour me contenter d'un rôle de consultante. Mon ton est devenu glacial. Voici mes conditions. Elles sont non négociables, et elles doivent être acceptées d'ici la fin de cette journée. La première condition frappait au cœur de l'ego de mon père. Jean-Pierre de Beaumont doit se retirer de toutes ses fonctions exécutives avec effet immédiat. Il restera président honoraire sans aucun pouvoir de décision sur l'opérationnel. La deuxième condition s'attaquait au symbole de l'humiliation. Le groupe doit organiser une conférence de presse publique, en France, dans les 48 heures. Lors de cette conférence, Jean-Pierre de Beaumont doit reconnaître sans équivoque son erreur de jugement passée à mon égard et faire une déclaration publique sur l'importance de l'éthique et de la jeunesse, s'engageant à céder la place à une nouvelle génération de leadership qui valorise la transparence. La troisième condition garantissait ma vision. Veritas Tech obtiendra un contrat d'exclusivité de 10 ans pour l'audit éthique et la transformation numérique de l'ensemble de la maison de Beaumont. L'équipe de direction devra mettre en œuvre toutes les recommandations de mon équipe, y compris le remplacement de tous les administrateurs et directeurs qui ont perpétué le système d'opacité. J'ai posé mes mains sur la table. La posture de la victoire totale. En bref, vous allez accepter que l'entreprise que vous m'avez dit de laisser tranquille soit désormais sous la dictature bienveillante de mes valeurs. La vengeance n'est pas de prendre vos possessions, mais de prendre votre pouvoir et de le redéfinir. Le silence de Jean-Pierre de Beaumont, après l'ultimatum, était plus éloquent que toutes les colères du monde. Il n'y avait pas de résistance, seulement l'acceptation amère de la défaite. Il savait, tout comme le conseil d'administration, que son empire ne tenait qu'à un fil,
et que ce fil était entre les mains de la fille qu'il avait publiquement reniée. Il a levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'ai vu non pas le magnate arrogant, mais un homme terrifié par sa propre chute. Un instant d'hésitation a suffi. Il a regardé ma mère, qui a baissé les yeux, rompant avec des décennies de soutien aveugle à sa fierté. Il a regardé Antoine qui, au lieu de le soutenir, a murmuré « Papa, nous n'avons pas le choix. Fais-le. » C'était l'ultime trahison. L'héritier qui le sacrifiait pour sauver sa propre part de l'Empire. Mon père a pris une profonde inspiration. Et sa voix, lorsqu'il a finalement parlé, n'était plus qu'un murmure cassé, l'écho lointain de l'homme puissant qu'il avait été. J'accepte. Le conseil d'administration a voté l'accord à l'unanimité. L'affaire était conclue. La vengeance, en apparence, était consommée. Le jour suivant, j'ai agi avec une rapidité chirurgicale. J'ai mis en place l'équipe Veritas Tech et j'ai commencé le processus de restructuration. Mon équipe, composée de jeunes experts en éthique et en data science, a pris le contrôle de l'opérationnel, écartant les anciennes figures de l'opacité. J'ai donné la date et l'heure de la conférence de presse à mon père, insistant sur le fait que je serais présente, mais invisible dans la salle, pour m'assurer qu'il tiendrait ses promesses. La conférence de presse a eu lieu dans les locaux du groupe, devant une foule de journalistes avides de scandales et de drames financiers. Mon père est monté sur l'estrade, seul. Son discours, rédigé par moi-même, était une confession publique. Il a commencé par annoncer sa démission, choquant la salle. Puis, il est arrivé au point central, le moment que j'avais attendu pendant 8 ans. Il y a 8 ans, à l'occasion d'un anniversaire, j'ai prononcé des mots irréparables envers ma fille, Clémence. Des mots qui venaient de ma propre arrogance, de mon obsession pour une forme de succès dépassé. J'ai dit que je regrettais de l'avoir eu. Il a marqué une pause, sa voix tremblante. Les flashs des appareils photo ont crépité, capturant l'instant de sa vulnérabilité. Ce soir, je ne peux qu'exprimer le regret le plus profond. Non pas pour la peine que j'ai causée, mais pour l'aveuglement qui m'a fait ignorer son génie, sa vision et son cœur. Clémence était, est et sera toujours la meilleure d'entre nous. Mon regret est d'avoir été un père et un dirigeant qui n'a pas su voir que la véritable richesse réside dans l'intégrité. Le discours était à la fois une rétractation et un hommage, une humiliation publique qui a restauré son honneur, car il a choisi la vérité au lieu de la destruction. Mon père a conclu en annonçant que Veritas Tech serait le partenaire exclusif et que le futur du groupe serait entièrement éthique. C'était la fin de la vengeance, la fin de la rage, la fin de l'attente. Mais le moment le plus inattendu est survenu plus tard, en privé. Je suis allée le voir dans son bureau, après la conférence de presse. Il était assis, le visage dans l'obscurité, le poids du monde sur ses épaules. Je n'étais pas venue pour me moquer, je suis venue pour la réconciliation. « Tu as sauvé mon nom, Clémence, et tu as sauvé mon âme », a-t-il dit, sans me regarder. J'ai posé ma main sur son épaule, et c'est là que j'ai réalisé que ma vengeance n'était pas contre lui, mais contre la partie de moi qui avait besoin de son approbation. « Je ne l'ai pas fait pour toi, papa. Je l'ai fait pour l'héritage, et pour que plus jamais l'argent ne puisse acheter l'impunité. » Il a levé les yeux, plein de larmes contenues. Il n'a pas demandé pardon. Il a demandé « Que vas-tu faire maintenant ?» La question de mon père « Que vas-tu faire maintenant ?» résonnait dans l'immense bureau de direction, désormais dépouillé de son ancienne arrogance. La vengeance était achevée. Le pouvoir était à moi. Mais je savais que la simple prise de contrôle n'était pas la victoire que mon cœur cherchait. C'est à ce moment-là que la phase la plus fascinante et la plus inattendue de ma résolution a commencé. La plupart s'attendaient à ce que je prenne la direction du groupe de Beaumont, à ce que je m'installe dans le fauteuil en cuir de mon père et que je savoure la gloire de la PDG. J'ai fait le contraire. J'ai choisi de transformer le châtiment en une opportunité de rédemption mutuelle, une réconciliation qui ne serait pas seulement un simple retour à la normale, mais la fondation d'un tout nouveau mode de vie. J'ai refusé le poste de PDG. J'ai réuni le conseil d'administration restructuré, composé désormais de jeunes professionnels compétents et éthiques, et j'ai annoncé ma décision. J'ai nommé une PDG externe, une femme brillante du secteur des produits de luxe durables. Mon rôle, et celui de Veritas Tech, resterait celui de l'architecte éthique et technologique, garantissant que l'entreprise ne dévie plus jamais de la voie de la transparence. J'ai également fait une annonce qui a laissé tout le monde bouche bée, y compris mon père. J'ai décidé de prendre une partie des bénéfices de Veritas Tech et une grande partie de mes actions nouvellement acquises dans le groupe de Beaumont pour créer la fondation Clémence de Beaumont pour l'éthique du luxe. Le but de cette fondation n'était pas de donner de l'argent pour des causes vagues,
mais de financer la recherche en matière de traçabilité, d'offrir des bourses aux étudiants en informatique et en commerce qui voulaient rendre le luxe durable, et surtout de racheter les dettes des petits artisans et producteurs africains et asiatiques qui avaient été exploités par les chaînes d'approvisionnement opaques de mon père et de ses concurrents. C'était la véritable réconciliation. Non pas avec mon père, mais avec les victimes indirectes de l'Empire. Mon père, désormais simple président honoraire sans responsabilité, a réagi d'une manière qui m'a surprise. Il n'a pas protesté. Il a demandé à devenir bénévole pour la fondation. Il voulait utiliser son réseau, son carnet d'adresses, non plus pour vendre des diamants, mais pour ouvrir des portes pour la justice sociale. Il a commencé à voyager, non pas en première classe pour des dîners de gala, mais dans des villages isolés pour rencontrer les artisans et les travailleurs, écoutant des histoires d'exploitation qu'il avait ignorées toute sa vie. Il a appris l'humilité. Il a appris le regret. Il a appris, à 60 ans passés, ce que signifie réellement être un homme digne. Et mon frère, Antoine, il a été nommé au conseil d'administration de la fondation, sous ma supervision. Il n'avait pas la fibre du commerce, mais il avait une bonne capacité à gérer les relations publiques. Il a été mis au défi d'utiliser son nom et son charme pour des causes justes, en apprenant à valoriser la vérité plutôt que la façade. J'ai transformé son arrogance passive en un outil de bien. Quant à moi, j'ai choisi de revenir vivre à Paris, mais dans un appartement simple sur la rive gauche, loin des quartiers chics de mon enfance. J'ai choisi une vie d'influence discrète. Je suis devenue la voix des jeunes entrepreneurs éthiques français, utilisant mon histoire comme un catalyseur pour le changement. Ma relation avec mon père n'est jamais revenue à l'ancienne dynamique d'autorité. Elle est devenue quelque chose de bien plus fort et de plus authentique. Une relation de respect mutuel, bâtie sur les cendres de son ego et sur la reconstruction de ma propre valeur. Il ne m'a jamais dit « je t'aime » de manière conventionnelle, mais le simple fait de le voir travailler avec passion pour la fondation, de voir le respect dans ses yeux lorsqu'il me parlait de ses voyages, était la seule preuve d'amour dont j'avais besoin. La vengeance était la destruction de l'ancienne image de mon père. La réconciliation était la construction de sa nouvelle image, une image que j'avais conçue et qu'il avait acceptée avec humilité. C'était un happy ending, inattendu, car il n'était pas un conte de fées, mais une transformation radicale, une justice poétique où l'amour n'a pas réparé le passé, mais a créé un futur éthique et beau, pour nous et pour le monde.